Je vous écoutais parler du couteau. Le couteau, il y aurait 120, paraît-il, attaques au couteau aujourd'hui, et on ne prend pas la mesure, effectivement, de cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien, d'ailleurs. Vraiment, je n'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que les mots sont importants. Et je le répète, dire ensauvagement, dire décivilisation, ce sont ultra-violence, je lis partout ultra-violence. Non, non, c'est pas de l'ultra-violence. C'est pas de l'ultra-violence partout, c'est pas toute la société qui bascule, c'est pas tous les exemples que j'ai cités, ils ont une cause précise. Mais je voudrais qu'on voit d'abord le premier sujet de Marie-Victoire Dieudonné sur ce qui s'est passé à Bordeaux hier, où il n'y a pas de police municipale. Non. Quoi, plus exactement, il n'y a pas de police municipale armée, ce qui est complètement différent. Marine Sabourin. Pompiers et forces de l'ordre sont restés mobilisés cette nuit dans le secteur du Miroir d'eau sur les quais de la Garonne où s'est déroulée l'attaque. Quelques heures plus tôt, l'assaillant de type nord-africain a été neutralisé à proximité par les policiers alors qu'il se montrait menaçant avec son arme blanche. Cet individu avait poignardé 2 hommes de nationalité algérienne peu avant 20 h. Sa première victime, âgée de 37 ans, est décédée. La seconde, âgée de 26 ans, est grièvement blessée. Le secteur, plutôt familial en journée, abrite de nombreux marginaux à la tombée de la nuit. Au vu du nombre d'individus qui avaient sur place au Miroir d'eau hier soir, on a évité un vrai carnage. Il y a eu l'agression, il n'a pas posé son couteau. Il a continué son périple autour de ce miroir d'eau-là. Il n'avait pas l'intention de poser son couteau. D'après nos informations, une rixe aurait éclaté entre l'assaillant et un groupe d'hommes qui consommaient de l'alcool juste avant les faits. L'identité de l'agresseur est encore inconnue. Rudy Mana, d'abord je voudrais qu'on rende hommage aux policiers. Il y a ce policier qui, évidemment, a fait ce qu'il déteste, j'imagine, faire. Ça va même au-delà de ce qu'il n'aimerait jamais faire dans sa vie professionnelle. Bien sûr, et c'est la première chose qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces policiers de la compagnie départementale d'intervention de Bordeaux sont arrivés en moins de 5 minutes sur les lieux. Alors vous savez, 5 minutes, on peut se dire 5 minutes, mais non, c'est très très court parce qu'il y a des appels au 17, les appels d'urgence police secours. Il faut que l'opérateur radio appelle un véhicule de police et il faut qu'il vienne sur place. Donc 5 minutes, c'est extrêmement court, rapidité d'intervention extraordinaire. Et puis vous constatez qu'il y a quand même 2 personnes au tapis, dont un qui décède et la deuxième dans un état grave. Et vous avez face à vous un individu qui a un couteau à la main, qui est déterminé et qui ne le lâche pas. Et là, vous êtes un policier face à ça et vous avez parfois une demi-seconde, parfois un dixième de seconde pour dire qu'est-ce que je dois faire. Je dois protéger mes concitoyens et je dois protéger également ma vie. Alors ces fonctionnaires ont fait usage de leurs armes, ont neutralisé cet individu et on peut-être... On a vu les images d'ailleurs, je crois pas qu'on les a montrées sur notre antenne, mais elles existent puisqu'aujourd'hui tout est Bien filmé sûr. Et elles existent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si Marine d'ailleurs les a ou pas, mais effectivement tout le monde a pu voir le courage de ces gens. Alors je remarque que tout le monde ne félicite pas, si j'ose dire, ou ne parle pas, parce que ne pas parler, c'est ne pas féliciter. Bien sûr. Quand Sandrine Rousseau dit toutes mes condoléances et mes pensées aux proches des victimes de l'attaque au couteau, je trouve que c'est un peu faible, si vous me permettez. Quand je vois le maire de Bordeaux, Monsieur Pierre Urmy, qui dit attaque au couteau à Bordeaux, je me suis immédiatement rendu sur place. Oui. Je trouve que c'est le minimum. J'espère qu'effectivement, je suis content qu'il aille sur place et qu'il reste pas devant sa télévision. On est bien content. Donc, l'enquête judiciaire est en cours. Pas un mot pour les policiers. Pas un mot pour les policiers. Donc, en fait, les réactions aujourd'hui, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens de droite ne réagissent pas comme les gens de gauche. Tout le monde devrait réagir pareil. Tout le monde devrait saluer le travail de la police, le travail de cet homme-là. Tout le monde devrait dire ça. Je considère, pardon Philippe, je considère qu'il n'y a pas de parti politique pour la sécurité. Sûr, je veux dire, le maire de Bordeaux, c'est idéologique maintenant. J'ai l'impression que le maire de Bordeaux aille sur place et nous le dise par tweet. Oui. Je vous le dis, Pascal, on s'en fout complètement. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi il ne dit pas merci aux policiers pour leur intervention, merci d'avoir sauvé. Parce que ça l'ennuie, parce que ce n'est pas leur idéologie, parce qu'ils ne veulent. À Bordeaux, la police n'est pas armée, et on va prendre les villes de gauche, de Nantes, de Rennes, où l'insécurité est grandissante parce qu'ils ne veulent pas. Jean-Marc Morandini était allé à Nantes et il avait fait une interview avec le premier adjoint qui ne voulait pas faire de lien entre la délinquance et l'immigration.
Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand ça ne veut pas dire que toute l'immigration doit être condamnée, mais une certaine immigration. Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, Pascal, tout de même, mais votre analyse, votre éditorial était très pertinent en reliant évidemment un certain nombre d'actes criminels à l'importance de l'immigration en partie. Mais est-ce que ces actes ne rentre pas aussi dans malheureusement une augmentation générale en France de la délinquance et de la criminalité ordinaire. Mais sauf, pardonnez-moi, je vous pose la question. En fait, il y a deux types de personnes qui savent comment ça se passe parce qu'elles sont en contact avec le terrain. Les enseignants et les flics. Écoutez les flics. Écoutez les flics. C'est effrayant ce qu'ils vous racontent. Vous avez compris les médecins. Bon, Rudy, urgence. Mais écoutez, et effectivement, ces problèmes, elles sont liés. Oui, ils sont liés à une immigration incontrôlée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y peux rien et je n'en tire aucun plaisir. Ce qui m'ennuie parfois. C'est un mobile particulier, mais c'est d'autres codes, d'autres cultures, d'autres mœurs. Mais en France, les transgressions délictuelles et criminelles augmentent de toute manière partout. Oui, mais ça s'infère là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Rudy Mathia, et notamment sur cette affaire de couteaux. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces jeunes gens qui ont des couteaux? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne traite pas ce problème en France. On a 120 agressions au couteau par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même juste énorme. Heureusement qu'on n'a pas 120 morts. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, on se battait à coups de poing. Ça faisait rarement des morts. Quand on a un couteau, on peut tuer quelqu'un et on s'en rend compte tous les jours. Romans-sur-Isère, un gamin de 15 ans, avant-hier, tué alors qu'il s'interpose entre deux bandes et qui prend un coup de couteau et qui décède. Et hier encore à Bordeaux, on a deux personnes, deux victimes, qui sont en train de boire tranquillement un coup. Ils croisent un individu qui est complètement ravagé, il faut se dire les choses. Et parce qu'il y a une réflexion qui leur plaît pas, semble-t-il, ils sortent un couteau et ils les plantent. Et aujourd'hui, face à ça, on contrôle tous les jours des dizaines d'individus en possession de couteaux. Tout le monde a des couteaux. Alors bien sûr, tout le monde, peut-être pas nos enfants, parce qu'ils sont bien élevés, mais il y a des individus qui ont Crépol, en fait, on l'a dit à Crépol. Vous avez des jeunes gens qui sont entrés dans une soirée avec des couteaux. Et j'ai parlé, moi, de revisiter Crépol, et je me suis fait, effectivement, allumer, je le dis entre guillemets. Mais on n'entre pas dans une soirée avec des couteaux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, et vous avez une sorte de déni général, et notamment de l'espace médiatique. Lisez la presse ce matin. La presse ce matin, c'est quoi? C'est ultra-violence, etc. Personne ne dit c'est l'immigration. Personne. Mais personne. Il y a les deux. Est-ce qu'on peut... Mais non, trouvez les... Alors, j'ai lu toute la presse ce matin. Je veux dire, il y a les deux. C'est à la fois l'ultra-violence globale, générale. Mais elle n'est pas générale. Si. Mais non. Si. Mais non. Vous avez de plus en plus... Vous avez de plus en plus en France une propension perverse à remplacer les mots par la violence. Ça s'inscrit aussi là-dedans. Ensuite, il y a l'analyse que vous faites qui rajoute un mobile très précis et qui est très... Écoutez, moi j'ai égrené, je n'y peux rien. Tous les faits que j'ai égrenés... Je suis d'accord. C'est pas l'ultra-violence. Le réfugié syrien qui rentre dans le jardin d'Annecy, c'est pas l'ultra-violence. Je suis désolé de vous le dire. Le soutien à la police est important parce que ça aurait pu être un carnage. Hein. Bien sûr. Ne désespérez pas totalement de l'ensemble de la gauche. Il y a aussi une gauche qui ne déteste pas la police et qui soutient les forces de l'ordre. Dans votre édito, Pascal, il y a d'accord le lien à l'immigration, mais au sein de cette immigration, sur les dernières affaires qu'on a eu à décrire, il y a la dimension religieuse. Dans les cas que vous avez évoqués. Bien sûr. Avec l'interprétation de l'islam, conduit hier soir à quelqu'un dire que tu n'es pas un bon mais c'est ce que je dis, des mœurs. Puisque tu... Oui, mais c'est religieux. Des mœurs qui ne sont pas... qui sont importées sur le sol de France. Il est important de pointer des mœurs qui sont des mœurs qui sont importées sur le sol de France. C'est là où je fais un distinguo. Je n'y peux rien. C'est là où je fais un distinguo avec vous. Ce n'est pas toute l'immigration, c'est une partie de l'immigration, avec au sein de cette immigration des musulmans qui ont une interprétation islamiste des textes et qui tuent d'ailleurs d'autres musulmans. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Qui s'attaquent à d'autres musulmans. Oui. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous vous doutez bien que quand j'écris ça... Oui, je sais.
Je réfléchis à ce que je dis. Oui, je sais. Parce que comme globalement, voilà, il y a la patrouille derrière. Donc effectivement, donc quand je dis c'est pas toute l'immigration, bien sûr. Mais vous avez dit en fait, les gens qui travaillent, qui sont venus en France pour travailler, il n'y a pas tellement de soucis. Oui. Non. Cette immigration de travail, il n'y a pas tellement de soucis. Bon. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'immigration sauvage, d'immigration incontrôlée. En fait, il faut l'arrêter, cette immigration. C'est stop. Non. Ah si, je suis désolé. La question au référendum, Sabrina et je trouve, enfin c'est pas à moi de le dire, pardonnez-moi. C'est pas à moi de porter cette parole-là. Moi je suis journaliste, c'est pas à moi de la porter. C'est aux politiques de la porter. Sabrina Medjaber. Je vais être d'accord avec toi, Olivier. Tu as raison, effectivement. Il y a un dénominateur commun dans ce qu'on vient de voir là depuis 3-4 jours, c'est-à-dire la police religieuse. Chemseddine qui est tué parce qu'il discutait avec une fille. Samara qui est tabassée parce qu'elle s'habille à l'européenne. Ce monsieur qui se trimballe en djellaba qui attaque 2 Français issus de l'immigration ou pas parce qu'ils boivent de l'alcool. Donc effectivement, personne n'essentialise les musulmans, évidemment, mais on a aussi le droit de constater le diagnostic du volet politique de l'immigration qui installe de plus en plus une charia dans notre pays qui va jusqu'à même tuer parce qu'elle pense que tuer quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est du sang licite au nom du volet politique de leur religion. Et ça, c'est un phénomène qui est assez nouveau et qui s'est passé en très peu de temps et de façon assez multipliée, je trouve. Je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Sabourin, le deuxième, et cette fois-ci les témoignages dans ce sujet. Et après, Rudy Mana, évidemment, votre parole nous intéresse parce que, je le dis, vous êtes au contact. En fait, vous êtes ceux qui savaient. Bien sûr. Nous, on n'y est pas au contact. Moi, je suis pas au contact en permanence. C'est pour ça que j'aime parler avec les gens de la BAC, j'aime parler avec les policiers. Tu les réunis tous, tu leur parles tous et tu fais une soirée avec eux. C'est effrayant ce qu'ils racontent. Et eux, ils ont pas, voilà, c'est des témoins. C'est des témoins. Et cette parole, on ne veut surtout pas l'entendre. Non. Donc, écoutons le sujet de Marine Sabourin. Au moment des faits, c'est d'abord l'incompréhension pour les riverains. Peu avant 20h, un individu de type nord-africain vêtu d'une djellaba poignarde 2 hommes de nationalité algérienne dans le secteur du Miroir d'eau. Vers 19h30, on est en train de discuter et je dis à mon ami, tiens, il y a un monsieur qui se fait plaquer violemment au sol sur la droite. Bon, rien de particulier, nous on en rigole, on se dit, bon, il y a encore des gens qui sont en train de se battre, voilà. Rapidement, les Bordelais aperçoivent une victime tombée au sol. Mon ami voit quelqu'un tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Très rapidement, il y a un mouvement de foule qui s'est créé autour, avec notamment une personne qui avait l'air très paniquée, qui courait partout, quelqu'un qui a appelé les pompiers. On s'est demandé si on y allait ou pas plusieurs fois parce qu'on n'avait pas l'impression que quelqu'un faisait un massage cardiaque, que quelqu'un mettait en PLS. Donc on a hésité, finalement on n'a pas bougé. Puis après les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à masser malheureusement. Et puis après, on a vu le drap blanc qui a été sorti, les voitures de police qui sont arrivées. La victime décédée est un homme de 37 ans. La seconde, âgée de 26 ans, est transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Son état s'est amélioré dans la soirée. D'après nos informations, une rixe aurait éclaté entre l'assaillant et un groupe d'hommes qui consommaient de l'alcool juste avant les faits. L'individu a été neutralisé par les forces de l'ordre. Claude Moniquet, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur ces sujets, les motivations religieuses. Oui. Pour qu'une agression soit considérée comme terroriste, il faut qu'elle soit liée à une revendication politique ou religieuse dans le but de l'imposer ou d'interdire un comportement politique. Ce n'est apparemment pas le cas cette fois-ci. Mais par contre, ce que disent les témoins pousse effectivement vers cette piste de fait à connotation religieuse. On est en face de quelqu'un qui semble être musulman, qui croise d'autres personnes probablement musulmanes et qui leur reproche de consommer de l'alcool, en particulier en plus à la fin du Ramadan, d'où la rixe. On est dans un incident qui quelque part ressemble à ce qu'on a connu ces dernières semaines avec l'affaire Chemseddine, avec l'affaire Samara, c'est-à-dire une volonté d'imposer un comportement ou d'interdire un comportement pour des raisons religieuses ou culturelles. Donc on est dans un contexte qui malheureusement évoque de nouveau
probablement un défaut d'assimilation et une forte imprégnation religieuse. Cela étant, un dernier mot sur la piste terroriste, effectivement, pour le moment, elle est mise de côté, mais l'attitude de l'auteur des faits au moment où la police intervient, le fait de ne pas avoir jeté son arme, de s'être montré menaçant, apparemment de s'être approché des policiers avec son couteau, ça, c'est un comportement qu'on retrouve systématiquement dans les attaques au couteau de caractère terroriste et djihadiste. Donc tout reste ouvert, mais on est clairement sur quelque chose sur un incident qui a une nature communautariste, religieuse, qui semble assez évidente. Alors, ce que dit Claude Moniquet avec beaucoup de nuances et beaucoup d'intelligence, mais il le dit, et la perception de tous ceux qui nous écoutent, c'est précisément celle-là. Et c'est là qu'après... C'est pourquoi d'ailleurs c'est pas une rixe, parce qu'une rixe, c'est deux individus qui veulent en découdre, ou deux groupes d'individus. Je suis d'accord avec vous, mais moi je m'étonne, par exemple, dans l'affaire Samara, le parquet n'a pas retenu de motivation religieuse. Non. Donc quand vous échangez par exemple avec certains confrères, et ils vous disent, mais le parquet n'a pas retenu d'affaires religieuses. Sauf que la mère, le matin, elle explique que sa fille a été agressée parce qu'elle s'habille à l'européenne. Le soir, elle explique que malgré tout, sa fille fait 5 fois la prière par jour et on ne retient pas la dimension religieuse. Donc on est dans un pays, je pense, où le déni à tous les niveaux, médiatique, judiciaire, pas policier. Pas policier. Et c'est pour ça que les seuls qui témoignent d'une réalité... C'est la même chose à Crépol. Hein. Et Crépol, alors le procureur, il n'a jamais fait une conférence de presse. Également. Donc lui, il s'est planqué, il n'a jamais fait une conférence de presse. Sur un thème aussi important que ça, il a fait des communiqués. On témoigne de cette réalité aussi, Pascal, parce qu'on la vit au quotidien. Tous les jours, on est là-dedans. Et quand il y a 5, 6, 7 ans... on disait des choses, quand je parlais parfois de mexicanisation de Marseille, on me disait, mais t'es un fou, mais t'es presque un fasciste de dire ça. Et là, je me rends compte que le procureur de la République le dit. Donc en fait, quand nous, on le dit, on ne dit pas pour dramatiser les choses, on ne dit pas pour dire, oh là là, il faut donner davantage aux policiers, parce que on le dit, parce qu'on le vit, parce qu'on aime notre alors qu'est-ce qu'on fait, les policiers. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui a un couteau, on multiplie les sanctions. Moi, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, Pascal, c'est que quand vous contrôlez un individu qui a un couteau sur lui, ça s'appelle un pendant prohibé, c'est un couteau. Déjà, vous savez, on ne met pas en prison des personnes qui arrachent un collier à une dame. On va pas mettre en prison un gars qui a un couteau, parce qu'on en est là aujourd'hui. Il faut réfléchir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui pique son couteau, quoi. On lui laisse ce couteau, ce qui sert à rien, puisqu'il en prend un autre dans la seconde. Absolument à rien. Mais ce souci, c'est que il y a des gens qui sont déterminés, qui ont des couteaux, qui vont, quoi qu'il arrive, passer à l'acte. Mais des gens comme hier soir, peut-être, au départ, le gars, il voulait pas passer à l'acte. Et puis tout d'un coup, on lui répond mal parce qu'il fait une réflexion. Et là, il dit, j'ai le couteau sur moi, donc je vais les planter. Parce que c'est comme ça qu'ils réagissent. Et là, on a un drame et on a des policiers qui doivent intervenir au péril de leur vie pour neutraliser l'individu. On est dans cette situation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, alors c'est encore un mot tabou, il faut arriver à ce que cet État devienne un État fort. On le dit systématiquement, on le dit tout le temps. Et pour cela, il faut renverser la... Alors, bien évidemment, et il faut prendre, je le dis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hier, c'était la fin du Ramadan. C'est évidemment dommage pour les Français musulmans qui, dans la majorité, n'ont rien à voir avec ce genre de comportement. Il faut le dire et le redire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et en l'occurrence, sont des victimes. Et chacun est concerné, les athées, les catholiques, les juifs, les musulmans. Voilà, bien évidemment, il faut le redire, mais ces précautions-là que je prends ce matin, elles vont de soi, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas faire l'économie. Je le disais, alors pourquoi le procureur, par exemple, à Montpellier, ne retient-il pas un aspect religieux dans ce qu'a subi Samara ? Mais parce que je crains qu'il y ait une frilosité judiciaire qui résulte simplement d'une sorte de complaisance médiatique à l'égard d'une réalité qu'on fragmente, qu'on ne veut pas voir. Et c'est très étonnant, parce qu'en général, sur le plan des qualifications pénales, on va d'abord vers la qualification, initialement, vers la plus sévère. Et puis ensuite, éventuellement, l'information peut démontrer qu'elle était excessive. Et là, pourquoi ne le fait-on pas? C'est qu'il y a une frilosité judiciaire qui préfère ne pas voir le réel dans sa crudité. Écoutons Robert Ménard qui était ce matin avec Sonia Mabrouk.
Ça fait peur parce que là, on peut pas dire. Moi, je connais un peu Bordeaux. C'est pas un quartier périphérique de Bordeaux. Miroir-d'Eau, ouais. C'est le truc le plus touristique que vous trouvez à Bordeaux. Ça veut dire que vous vous dites, ça peut être partout. Ça peut être partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis très prudent. Moi, je commence pas à parler de charia et tout, comme je l'ai entendu dire. Vous savez, la politique, elle vous permet pas de dire n'importe quoi à n'importe quel moment. On va voir. Et puis, globalement, il y a aujourd'hui un développement d'une violence dont, attendez-moi, elle me laisse abasourdi et un peu impuissant. Développement de violence, effectivement, mais j'ai envie de dire ciblé. Bien sûr, et vous savez, mon meilleur ami de la police, il travaille en l'occurrence à la BAC de Bordeaux à la nuit. Et depuis 6 ans, cette ville de Bordeaux qui était magnifique, c'est une ville extraordinaire Bordeaux, elle est magnifique. Et depuis 6 ans, ça s'est dégradé à un point, on n'en parle jamais. Mais on en parle, pardonnez-moi, moi j'en ai beaucoup parlé sur Europe 1, parce qu'effectivement, notamment avec des policiers, parce qu'il y a une immigration, là encore, non contrôlée dans certains quartiers de Bordeaux, c'est ce que me disent les Bordelais, comme à Nantes, comme à Rennes. Donc je veux bien être, je n'y peux rien, comme dans certaines villes. Et en plus maintenant c'est dans des villes moyennes. Donc vous avez ce problème qui est au cœur de la société française. Et à Bordeaux c'est ça. Tout à fait. Et malheureusement, et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde maintenant. Parce qu'on ne peut pas, la police seule, lutter contre ça. On a besoin de... Vous parliez des maires tout à l'heure. Ce maire-là qui a fait ce tweet ridicule. Mais on a besoin que les maires aujourd'hui nous aident aussi. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas la compétence de la sécurité républicaine, mais ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à travers les caméras de vidéoprotection. Ils peuvent nous aider en mettant des policiers municipaux armés pour soutenir les policiers. Ils peuvent nous aider de plein de manières. On a besoin aussi de magistrats. Alors aujourd'hui, il faut quand même dire les choses. Ces places de prison, Pascal, ces places de prison. Le président Macron en avait promis 15 000 en 2017. On en est à 2700. Et comment voulez-vous aujourd'hui que certains magistrats, parce que des directeurs de prison appellent pour dire nous on peut plus. Mais en fait, c'est là quand on dit des changements de logiciel. En fait, il faut créer une prison sans doute très importante dans un lieu de France où on peut la construire, où on peut mettre 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Et voilà, il y a des plateaux et des endroits de France qui servent dans le temps où il y avait d'ailleurs des militaires qui pouvaient être là et qui n'y sont plus aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, de tout changer. Et si vous ne changez pas ça, bah vous ne réglerez pas le problème. Alors après, il faudra l'éducation, bien sûr, il faudra les deux. Résoudre le foncier pénitentiaire si chaque département fait un effort. Et si les élus acceptent... Mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Comme vous n'y arriverez pas, il faut trouver un endroit de France qui est un peu désert, pardonnez-moi de le dire comme ça, et construire une méga prison en France. Ça me paraît pas très compliqué ce que je dis. Mais en revanche, quand on va dire ça sur un plan idéologique, ça va être compliqué parce qu'on va dire comment vont-ils les avocats, comment pourront-ils voir leurs clients, comment les familles pourront-elles se déplacer. En fait, c'est pas le problème. Oui, c'est pas le problème. Je pense, hein, et la société française, on va aller vers ça. Sur le plateau du Larzac, sur. Non, mais. Vous avez cité le mot, mais je pense qu'il faut des... Mais je vais au bout de... Mais bon, mais je pense que ça peut être... En tout cas, on peut l'envisager. Mais vous avez raison. Bien sûr, en fait, on applique à des situations d'urgence des processus épouvantablement classiques. Mais évidemment. Bon, donc, enfin, vous n'allez pas avoir tous les jours... Vous vous rendez compte le nombre de morts aujourd'hui qui existent on compte. de ce type. On est avec Thomas Hill. Bonjour Thomas, et merci d'être avec nous.